mes lectures du mois de septembre. Ça a été un bon mois dans le sens où j'ai lu 6 romans, j'en ai écouté 2 en audio et j'ai pas eu d'énormes déceptions. Il y a un roman que j'ai trouvé un peu bof quand même, mais j'ai pas non plus d'énormes coups de cœur. Voilà, et au niveau de ma palle en septembre, j'avais acheté beaucoup de romans, donc elle était repartie à la hausse. Voilà, ça de toute façon vous avez dû le voir puisque j'ai fait la vidéo book haul juillet, août, septembre, donc vous avez pu voir tout ce qui est entré en septembre. On y va tout de suite. En septembre, j'ai commencé le mois en terminant cette énorme brique qui est Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Là, dans la version reliée, j'ai pas remis la couverture. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, donc il y a un an à peu près, je l'avais adoré. Et j'avais laissé traîner pour le tome 2. Entre temps, j'ai dû lire un résumé spoilant parce que j'avais vraiment oublié la majeure partie de ce qui s'était passé. Et j'appréhendais un peu ce tome 2 parce qu'on m'avait dit que finalement l'intrigue passait au second plan au détriment de la romance et des scènes de sexe. Ce qui n'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Et je dois dire, après l'avoir lu, que franchement, les gens ont exagéré. Certes, il y a beaucoup de scènes spicy, mais elles n'arrivent pas hyper tôt quand même dans le roman. Ça met son temps et au début, on n'a pas beaucoup. Après, ça s'accélère un peu. Mais sur un roman de 900 pages, dire que c'est au détriment de l'intrigue, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un roman dans lequel il se passe beaucoup de choses. Bien sûr, je ne peux pas vous spoiler, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue, mais il y a énormément de rebondissements, énormément de découvertes sur les personnages. On apprend à mieux connaître des personnages qu'on avait vus dans le tome 1, mais on en découvre aussi des nouveaux que j'ai aussi beaucoup appréciés. Enfin, voilà, on va de plot twist en plot twist. Les personnages sont toujours attachants. J'ai beaucoup aimé la relation entre Bryce et Hunt une fois de plus dans ce roman-là. Je trouve qu'ils font une paire très chouette qui se complémente bien. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment. Le gros défaut de ce roman pour moi, et je l'avais déjà dit pour le premier tome, c'est la vulgarité. L'autrice ne peut pas s'empêcher de mettre des gros mots à toutes les phrases. J'ai pas compté, mais franchement, ouais, je pense qu'il y a des putains, peut-être j'allais dire une page sur 2, je pense que c'est quelque chose comme ça, et il y a plein d'autres gros mots. Enfin, vraiment, c'est mal amené, ça n'amène pas de naturel, comme si elle voulait parler comme la façon dont on parle dans la vraie vie. C'est juste ultra vulgaire et je trouve que ça la dessert énormément. Donc j'aimerais bien qu'elle arrête ça, mais bon, je suis pas sûre qu'elle va écouter mon avis. Et ensuite, si jamais vous ne le savez pas, mais elle a voulu faire un crossover avec ses 2 autres sagas, donc Throne of Glass et ACOTAR. Et donc on va arriver au crossover à la fin de ce tome 2, qui se finit d'ailleurs sur un cliffhanger hyper waouh et hyper haletant. Ceci dit, je suis pas hyper pressée d'aller vers le tome 3, puisque l'univers d'ACOTAR, c'est pas un univers qui m'intéresse. En plus, c'est des grosses briques, donc moi, il me faut un peu de temps pour m'en remettre, pour le lire. J'ai pas envie de me lancer dans ça maintenant. Et là, pour le coup, j'ai de nouveau vu pas mal d'avis négatifs sur le 3e tome, comme quoi, de la part de gens qui avaient trouvé que le premier et le 2e étaient top, mais que la qualité avait énormément baissé pour le 3e. Encore une fois, j'espère ne pas être d'accord avec eux et avoir un avis hyper positif. Mais voilà, je pense que ce sera plutôt une lecture pour 2025. Ensuite, j'ai lu un roman qui est tombé dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit de La petite couturière du Titanic de Kate Alcott. De cette autrice, j'avais lu Si près des étoiles, qui s'intéressait au tournage de Autant n'emporte le vent, qui est un de mes films préférés et mon livre préféré. Donc j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé que même s'il y avait beaucoup de fiction, c'était très bien amené. On découvrait quand même plein de petits secrets de tournage et c'était vraiment très chouette. Celui-ci, par contre, c'est une déception. Faut pas se fier au titre puisque le Titanic ne prend pas une grande part dans le roman. Ça se passe vraiment au début dans les premiers chapitres, mais ensuite on bascule sur l'après-Titanic. En fait, on va suivre une jeune Anglaise, Tess Collins, qui va se faire engager en dernière minute par Lucy Duff Gordon, qui était une couturière à l'époque assez célèbre. Enfin, elle faisait de la haute couture. Elle va se faire engager comme femme de chambre pour être avec elle sur le Titanic. Le Titanic, bien sûr, va couler. Elles vont s'en sortir et donc Tess arrive à New York et va commencer à travailler dans l'atelier de Lucy. Elle rêve d'être couturière aussi. Ses créations se font remarquer et à côté de ça, on a un petit triangle amoureux
et on va revenir sur les conséquences du Titanic, puisque après le naufrage, il y a eu quand même énormément de critiques. Il y a eu des enquêtes pour savoir comment ça avait été possible, qu'est-ce qui a fait que le Titanic a pu couler, que tant de gens ne s'en sont pas sortis. Et par contre, j'ai trouvé cette partie assez intéressante, puisqu'on va assister au procès. Alors c'est un mélange de fiction et de réalité. Donc au procès des gens qui faisaient partie de la compagnie qui ont créé le Titanic, donc je crois que c'est la Worldline. Et c'est super intéressant de voir en fait, super intéressant et malheureusement assez tragique et assez triste, de voir en fait qu'est-ce qui a amené au naufrage du Titanic. Et il y avait toute une foule de choses. Il y avait le fait que le bateau allait trop vite, il y avait le fait qu'il a vu l'iceberg un peu trop tard. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, que beaucoup de canaux de sauvetage ont été mis à l'eau alors qu'ils étaient à moitié remplis et qu'ils auraient pu avoir énormément plus de monde dedans et qu'ils auraient pu sauver beaucoup plus de monde, que certaines personnes ont voulu absolument voilà, ramer le plus vite possible et ont refusé de revenir en arrière pour essayer de sauver des personnes qui s'en étaient sorties en se jetant à l'eau et qui finalement sont morts glacés. Enfin, voilà, toute cette partie-là était intéressante, mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé le roman plutôt fade parce que l'héroïne n'était pas très intéressante, j'ai pas non plus aimé le personnage de Lucie qui était très antipathique. Je trouvais que de manière générale les personnages étaient assez difficiles à appréhender, à comprendre, on a du mal à les comprendre vraiment dans leur psychologie, ils changent beaucoup et très régulièrement. Et il y avait un petit triangle amoureux qui m'a semblé un peu inutile, pour être honnête. Donc voilà, une petite déception. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui avait vraiment trait au Titanic, au côté réel, mais toute la partie fiction, c'était pas pour moi. Ensuite, très contente parce que j'ai avancé dans la saga des Chroniques de San Francisco de Amisted Maupin et j'ai lu le tome 6. Tome 6 sur 10, je précise, mais initialement, sa saga faisait 6 tomes et en fait, les 7, 8, 9, 10 ont été rajoutés des années après, au fur et à mesure des années, puisque le 10e vient de sortir cette année seulement en VO. Donc globalement, on pouvait considérer que la saga s'arrêtait là, mais je suis contente qu'il ait continué parce qu'il n'a pas fait une vraie fin, il a plutôt laissé les personnages en suspens dans leur vie. Je vais encore une fois pas énormément détailler puisque c'est un tome 6, mais il se passe pas mal de choses pour nos personnages. Notamment le VIH qui est devenu la maladie du siècle puisqu'on est dans les années 80 est très présent et va avoir beaucoup d'impact sur certains personnages. On a un duo mère-fille qui va essayer de se reconnecter ou de passer un peu de temps ensemble. Et on a un couple un peu en péril avec Marianne qui est toujours qui est vraiment l'archétype de la working girl des années 80. Elle veut réussir, elle est hyper carriériste. Sa famille finalement n'a pas beaucoup d'importance. C'est presque on dirait presque qu'elle a une famille parce que ça fait partie des choses qu'on doit avoir et qu'elle voulait les cocher sur sa checklist. Mais voilà, ça devient un personnage de plus en plus antipathique parce qu'elle est très centrée sur elle-même et qu'elle ne fait pas vraiment attention aux autres. Et on se rend compte aussi vraiment que toute cette petite bande qui habitait au même endroit est en train de se déliter, qu'ils se voient plus tellement, qu'ils n'ont plus autant d'affinités que par le passé, d'où le titre aussi Bye Bye Barbara Lane, puisque les personnages ont définitivement tourné la page sur cet endroit. Et il y a aussi toute une partie où certains ont envie d'aller vivre à New York et la question va se poser New York versus San Francisco. Voilà, c'est un peu décousu ce que je raconte puisque je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'était toujours sympa à lire, c'est frais, il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de cynisme et un côté un peu plus grave parce que voilà, les années 70 qui étaient une décennie un peu de fête, d'insouciance, de liberté, sont passés et maintenant c'est un peu le revers de la médaille. Ils se retrouvent avec tout ce qui est problème sérieux, la vraie vie d'adulte. Ce sont plus des jeunes adultes qui avaient toute la vie devant eux. Ce sont des personnes avec des responsabilités et ils doivent vivre avec. Je vais vous parler d'une lecture audio avant d'oublier et c'est une lecture audio qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années. Elle a eu un succès fou et c'est La femme de ménage de Frida McFadden. Moi je lis pas beaucoup de thrillers donc je suis très bon public et j'aime beaucoup ça. Et là je dois dire qu'en audio ça passait hyper bien.
Je trouve que c'est même ce qui est un peu, pour moi, ouais, les thrillers comme ça, c'est ce qui est le plus facile à écouter en audio parce que c'est addictif, que du coup je m'ennuie pas et que les chapitres passent souvent très vite. Ici, on va suivre Millie qui sort de prison et qui cherche à se faire engager comme femme de ménage, bonne à tout faire. Elle va être engagée par les Winchester, qui est une famille composée de Andrew, le mari charismatique qui réussit très bien, sa femme Nina, qui est assez insupportable, capricieuse, qui change d'avis non-stop, et Cecilia, qui est leur petite fille. Et en fait, Millie va se sentir un peu mal à l'aise dans cette maison, puisque Nina, qui était au départ très très chaleureuse avec elle, va se révéler être une personne complètement différente une fois qu'elle est engagée. Elle va vraiment mener la vie dure à Millie, elle va essayer de la pousser hors de ses gonds. Ouais, on dirait vraiment qu'elle prend du plaisir à la manipuler, à la, comment dire, à la rendre folle. Emily va essayer coûte que coûte de survivre dans cette maison et de tenir le coup. Et heureusement, elle a quand même dans l'ensemble le mari Andrew qui est de son côté parce qu'il sait que sa femme peut avoir des moments où elle est un peu spéciale, où elle se comporte pas très très bien avec Millie et donc il la soutient. Voilà, c'est un résumé un peu pourri, je vous avoue que je vous ai fait. C'était, comme je vous disais, très très addictif. Le petit détail pour moi qui m'a déçu, c'est qu'on a un gros plot twist au milieu des romans. Et alors, ok, j'avais pas tout deviné, j'avais pas deviné les tenants et les aboutissants, mais la base du plot twist en lui-même, j'ai trouvé que c'était hyper évident. Je l'avais deviné dès le début, c'était trop grand, trop flagrant pour ne pas se dire il y a anguille sous roche. Alors voilà, bien sûr, j'avais pas trouvé la suite, ce que ça impliquait, à quel point c'était tordu, mais du coup, j'ai vraiment pas eu de surprise parce que ce moment, quand il arrive, je me disais ah ben, on y est enfin, je l'attendais. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai pas eu le méga effet de surprise et je pense que ça diminue un peu la valeur du roman. Mais ceci dit, j'ai passé un très bon moment. Comme je vous disais, en audio, c'était très chouette. C'est pas le genre de roman que j'aurais envie d'acheter. Je pense que si je l'avais acheté, je m'en serais débarrassée après, mais en audio, c'est bien passé. Et l'autre petite chose aussi, on va dire que la fin est peut-être un peu facile sur certains aspects. On a l'impression qu'elle avait plus trop envie de se fouler et qu'il fallait qu'elle fasse une fin qui lui corresponde sans qu'elle s'éternise, sans que ce soit trop compliqué. Donc voilà, elle est partie dans des choses un peu grosses, mais on lui pardonne. Le deuxième roman que j'ai lu en audio, c'est Un soir d'été de Philippe Besson. Je l'avais choisi parce que c'est un roman assez court et j'étais très curieuse de découvrir cet auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. En fait, dans ce roman, il va revenir sur un épisode de son enfance où il allait chaque année, alors j'ai oublié dans quelle île ou dans quel coin de la France il allait en vacances. Il retrouvait un de ses potes d'enfance, un de ses meilleurs amis qu'il voyait tous les étés. Et cet été-là, il va rencontrer un troisième garçon. Et ils vont tous les trois rencontrer un frère et une sœur. Et voilà, il va se former cette petite bande qui va passer l'été ensemble. Et c'est très caractéristique d'une jeunesse dans les années 80. Donc il n'y a pas le téléphone portable, bien sûr. On se retrouve, on traîne à la plage, on va au café, on discute. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de naturel dans les discussions, dans les préoccupations des personnages. J'ai beaucoup aimé la plume aussi. Et puis après, il va y avoir cette sorte de rebondissement qui arrive vers la fin et qui donne son titre au roman, puisque un soir d'été, il va se passer quelque chose. Et là où j'ai été un peu déçue, c'est que c'est une histoire non résolue. Et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ce soit limite plus dramatique. Alors c'est horrible à dire ça parce que c'est dans la vraie vie et que clairement, pour qui que ce soit qui l'a vécu, c'était suffisamment dramatique. Mais en tant que lecteur, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'explications, à ce que ça reste pas complètement ouvert. Mais finalement, je pense que c'est ce qui a traumatisé l'auteur, c'est ce qui l'a marqué, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'il n'a jamais eu les réponses. Et là, il met des mots sur cet été-là. Il n'aura jamais les réponses, mais au moins il en a parlé et il a pu partager ça. Donc une bonne découverte. J'ai bien aimé, comme je vous disais, sa plume. J'aime beaucoup le style, je trouve qu'il a bien retranscrit cette ambiance des années 80 et donc je pense que je lirai ses autres romans. Passer maintenant sur un roman qui à mon avis n'est pas très connu, c'est These Wonderful Rumors
de May Smith, et c'est un vrai témoignage d'une jeune institutrice britannique pendant la Seconde Guerre mondiale qui vit dans un petit village. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si c'est mieux, j'espère. Et en fait, ça, c'est son vrai journal qui a été publié après sa mort par son fils. Et c'est assez sympa parce que le journal commence en 1938, vers la fin de 1938. On passe à début 1939 et la première phrase qu'elle écrit le 1er janvier, c'est « Hello 1939, je me demande qu'est-ce que cette année nous offrira, qu'est-ce que cette année a en réserve à nous offrir ». Et quand on sait ce qui s'est passé, c'est un peu ironique, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bien sûr, elle racontait ce que c'est que de vivre dans un pays en guerre et les années de guerre, donc le rationnement et surtout les raids aériens, puisque très régulièrement les sirènes retentissent, ils doivent foncer se mettre dans le sorte d'abri anti-aérien qu'il y a chez sa grand-mère qui vivait quelques maisons plus loin. Finalement, comme c'était à chaque fois trop galère de toujours sortir de leur maison, ils vont finir par par dormir très régulièrement chez la grand-mère parce que c'est plus facile pour aller dans les abris. Et on se rend compte aussi comment ils s'habituent à cette situation. Au début, forcément c'est la panique, ils ont peur, ils tremblent, etc. Ils ne peuvent pas dormir tant que la sirène qui dit le all clear, qui leur permet de sortir, n'a pas retenti. Et puis petit à petit, elle va s'endormir pendant les raids, dans son abri. Parfois même elle en a marre, elle retourne se coucher dans son lit alors que la sirène n'a pas encore retenti. Donc on voit vraiment ce côté-là, mais surtout c'est une jeune fille qui raconte sa vie de jeune fille ordinaire. Donc elle va raconter son boulot, elle décrit l'école comme étant une prison, souvent les enfants c'est des petits monstres, elle raconte comme elle est obligée de se fâcher avec eux parfois, la difficulté parce qu'elle a quand même 46 élèves par classe. Elle parle de ses relations, de ses amis, des sorties qu'elles font, elles vont très souvent au cinéma, donc elle commande ça. Elle a été au ciné, j'ai vu ça avec tel acteur, c'était bien, pas bien, etc. Elle parle des romans qu'elle lit. Elle parle de ses soupirants, puisqu'elle a deux hommes qui lui écrivent très fréquemment, qui sont très intéressés par elle. Et elle entretient une correspondance intensive avec eux. Et en même temps, elle est toujours en train de se plaindre un peu d'eux. On a l'impression que elle les trouve hyper ennuyants, elle n'est pas du tout intéressée, mais finalement, elle va quand même poursuivre ces correspondances pendant des années et des années. On suit aussi, elle a un côté très frivole, donc elle se préoccupe beaucoup de son apparence, de ses vêtements. Elle est toujours en train d'aller chez la modiste pour se faire des nouvelles tenues. Elle est toujours en train de craquer à chaque fois qu'elle va faire du shopping. Elle veut rien acheter, mais elle craque sur quelque chose. Après, elle a plus de sous et elle attend avec impatience la fin du mois pour être payée. Elle s'inquiète parce qu'elle prend du poids. Ça m'avait étonnée parce que en pleine période de guerre et de rationnement, je ne pensais pas qu'on prenait du poids. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que finalement, tout ce qui était certains produits type patates, etc., n'était pas rationné, donc ils en avaient énormément. Et ce qui a été rationné, c'était plutôt les fruits et légumes frais, donc ce qui participe à un régime équilibré. Donc voilà, le personnage n'est pas ultra sympathique, mais voilà, c'est réaliste. C'est un témoignage que j'ai trouvé percutant et très original par rapport à ce qu'on peut lire d'habitude. Sur la 4e de couverture, ils disent que c'est la vie ordinaire d'une femme dans des temps extraordinaires, et je trouve que ça résume complètement ce roman. Ensuite, j'ai lu un roman que j'avais dans ma palle depuis longtemps, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor de Sarah Yarmond, aux éditions Hurlevent, donc dans cette très belle collection. Je ne sais pas si vous les voyez là, mais il y a mes autres exemplaires. Depuis, ils ont sorti énormément de romans, mais j'avoue, je ne me suis plus lancée à les précommander, etc., parce que je voulais d'abord finir ce que j'avais. Dans celui-là, on est au début du XXe siècle en Angleterre, et une jeune femme française récemment veuve va être engagée comme gouvernante dans une famille assez spéciale, qui vivent assez reclus dans un manoir, voilà, loin de tout. C'est très sombre comme ambiance, c'est vraiment, elle a voulu faire un roman gothique, et j'ai trouvé que c'était très réussi. Alors bien sûr, il y a quelques longueurs, je dois dire, mais de manière générale, par rapport à son précédent roman, Le cœur singulier de Millie Davis, j'ai trouvé que la plume était beaucoup plus fluide. Elle était assez soutenue aussi, j'ai trouvé que c'était réussi. Et il y avait vraiment des rebondissements, de la tension qui s'installe petit à petit, des surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Certaines
j'avais un peu vu venir, mais d'autres pas du tout. Et donc j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Le dernier roman que j'ai lu en septembre, c'était Le silence des repentis de Kimi Cunningham Grant. Le dernier roman que j'ai lu, c'est un roman qui m'avait été énormément recommandé et je suis contente parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Notamment, j'ai trouvé que la fin était très émouvante. Si vous avez l'impression que je suis un peu essoufflée, c'est parce que je viens de monter 3 étages, descendre 3 étages et monter 3 étages un peu en courant. Bref, dans ce roman, on va suivre Cooper et sa fille Finch qui a 8 ans. Ils vivent complètement isolés du monde extérieur, dans une petite cabane dans les Appalaches, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Cooper qui fait qu'il a voulu disparaître de la circulation de la société et il veut absolument protéger sa fille et rester qu'avec elle. Et cette fille, elle est de plus en plus curieuse, elle a 8 ans, elle est curieuse du monde extérieur, elle a besoin de contact humain qui ne soit pas juste son père, qui ne soit pas, elle a besoin de contact qui ne soit pas juste les animaux dans la forêt. Et en fait, chaque année, ils se font livrer des provisions qui vont leur permettre de tenir l'hiver et la majorité de l'année par un ami qui leur loue cette cabane. Sauf que cette année-là, l'ami ne vient pas et ils vont devoir faire autrement. Dans leur voisinage, il y a quand même quelqu'un d'autre qui vit pas loin. J'ai oublié son nom, Scotland. L'homme s'appelle comme ça. Et c'est une présence mi-ami, mi-ennemi. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui Cooper a beaucoup de mal à s'entendre parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce que l'homme pourrait lui vouloir. Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'attend que la bonne occasion pour lui faire un sale coup? Il ne sait pas trop et donc il va toujours garder un peu une distance. Et le fait donc que cet ami ne soit pas venu leur amener les provisions va entraîner plein d'événements, d'actions, de réactions en chaîne qui vont mettre en péril leur vie dans cette forêt coupée du monde. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une très belle ode à la nature, c'est un très beau roman sur la relation père-fille, sur la parentalité, sur sur certains drames qui peuvent se passer et qu'est-ce qu'on ferait pour protéger nos enfants à tout prix. C'est très bien écrit, j'ai trouvé qu'il y avait juste ce qu'il faut de tension au bon moment. C'est assez lent au début, on découvre leur vie, puis il y a ce basculement et les événements qui vont s'enchaîner un peu plus, mais sans que ce soit non plus du thriller ou quelque chose avec beaucoup d'action. C'est pas du tout ça. Ça reste quand même assez contemplatif, mais ça correspond complètement à l'atmosphère dans laquelle on a envie d'être. Donc, encore une fois, merci aux personnes qui me l'avaient recommandé et à mon tour, je vous le recommande. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui me l'avaient recommandé et je vous le recommande à mon tour. Voilà, j'ai fini cette update lecture. Ça a peut-être été un peu chaotique. Des fois, je me rends compte que j'oublie assez vite ce que j'ai lu, donc j'ai un peu du mal à les résumer. Je me rappelle surtout de mes impressions générales et voilà, de ce que ça a créé comme émotion en moi. Parfois pas grand-chose, parfois beaucoup. J'espère quand même que ça vous a plu et on se retrouve bientôt.